Ceci est un livre audio autogénéré par Google. PREMIERE partie. Le diagnostic paysan et ses concepteurs. Introduction. Invitation. La salle de cours de l'école d'ingénieurs vibre des rayons pourpres du soleil de cette fin d'après-midi de mars. Les participants, les uns enveloppés dans leur lamba, portant le chapeau de paille des paysans de la région, les autres en jogging ou en pantalon et chemise, ont repris place sur les chaises en alu, face au tableau et à l'animateur principal, la journée formation diagnostic paysan, organisée par le programme suisse Tanisiala, touche à sa fin. C'est maintenant au tour des rapporteurs des groupes de travail de présenter les conclusions de leur discussion. À un moment donné, convié à cette tâche par son groupe, un jeune homme à l'allure frêle prend la parole, et d'une voix forte pourtant assurée, conscient de son effet, interroge l'assemblée. « Est-ce que vous, les technicians, vous avez vraiment besoin de nous? Qu'est-ce qui a fait que vous avez changé d'avis, et que vous donnez maintenant la parole aux paysans? Êtes-vous vraiment prêt à changer ?» Cette scène se déroule le 4 mars 1998 dans une salle de cours d'une école des sciences et techniques agricoles, EASTA, à une soixantaine de kilomètres de Fianarantsoa, la capitale de la région du Betsileo, sur les hauts plateaux de Madagascar. Elle a lieu lors de la journée formation diagnostic paysan, organisée par la cellule régionale, CAR Betsileo, du programme Tanisiala qui signifie terre et forêt en malgache. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une formation, mais d'une séance où sont réunis un ensemble de représentants de différents organismes travaillant dans le domaine de la formation, nationaux et non gouvernementaux, et des associations paysannes. L'objectif était de mettre en commun et de discuter les expériences déjà élaborées autour de l'analyse des besoins des paysans. Elle visait à mettre sur pied une démarche concrète pour développer un diagnostic paysan. Dans ce but, la matinée avait été consacrée à la présentation de différentes techniques utilisées par la Banque mondiale ou d'autres institutions. Et l'après-midi, des groupes de travail avaient été organisés, réunissant les participants selon leur appartenance professionnelle. Un groupe était constitué de paysans seulement, un autre de représentants des organismes de formation, les techniciens, et les deux derniers étaient mixtes, mais à majorité paysanne. Devant la demande des paysans qui expriment, à cette occasion, leur désir de mettre sur pied un diagnostic paysan permettant l'expression des besoins en formation, le programme Tanisiala met en place, à partir de la mi-mars, des activités autour de l'élaboration des outils du diagnostic, de formation des animateurs paysans et de test des outils sur le terrain. La scène évoquée ici renvoie au processus d'élaboration de ce qui deviendra un diagnostic paysan. Un dispositif en train de se faire. De manière générale, un dispositif de formation est le produit d'un long processus au cours duquel discussion et réflexion entre les concepteurs alternent avec des expériences sur le terrain, des réajustements parfois, et des tests des nouveaux outils. En principe, les personnes qui finalement participent en tant qu'apprenantes au dispositif connaissent la version acceptée par les différentes instances, achevée. Or, dans le cas du diagnostic paysan conçu par le programme Tanisiala, nous avons affaire avec un objet particulier. Particulier, dans la mesure où il est présenté non seulement comme un objet en construction, son histoire est racontée, ses tribulations et avatars sont explicités par les concepteurs, mis en mots dans les différents rapports et documents du programme, mais sa construction elle-même semble intégrer aussi les futurs participants qui sont invités à prendre part aux discussions marquant sa conception. C'est bel et bien une entrée dans les coulisses d'un dispositif en train de se faire, qui va être tenté maintenant. Pourquoi commencer par raconter un épisode de la journée du 4 mars 1998 ? Pour effectuer ce premier pas, une histoire peut se raconter différemment, commencer par le début, chronologiquement par exemple. Et pourtant, dans l'histoire du diagnostic paysan, cette journée et l'événement raconté peuvent être considérés comme un tournant. Elle marque le moment où le programme Tanisiala prend la décision, avec les différentes organisations présentes, d'organiser concrètement des diagnostics paysans. C'est là également que prennent directement la parole les éventuels participants du dispositif. Cette situation renvoie donc à la fois à un contexte historique. Elle se situe dans l'histoire de la construction du diagnostic paysan,
avec un avant et des événements postérieurs qui peuvent être considérés comme une suite directe, et à la fois comme une situation qui cristallise un certain nombre de processus à l'œuvre tout au long de l'élaboration du diagnostic et de sa réalisation. J'utilise ainsi cette journée du 4 mars 1998 comme premier prétexte pour évoquer l'histoire de l'élaboration du diagnostic paysan, et pour raconter aussi l'histoire du programme Tani-Si-Allah tout entier, dans la mesure où elle y joue un rôle important. Mais le parcours proposé ici n'est pas seulement historique. Il ne s'agit pas ici uniquement de présenter le contexte général qui entoure et précède la réalisation d'un diagnostic, mais de considérer également les étapes préalables au moment de la formation comme des lieux spécifiques d'interaction, d'action, de prise de décision, dans lesquels se jouent, se travaillent, se transmettent des connaissances et des images du monde, de l'autre et de soi. Une journée comme point de départ pour une narration. En tentant de ressaisir les éléments factuels qui sont liés à l'organisation de cette journée, à partir des documents et des entretiens effectués avec les promoteurs, deux aspects peuvent être mis en évidence. D'une part, très concrètement, le fait que l'équipe a déjà tenté des expériences avec d'autres outils, expériences qu'ils ont jugées décevantes, et d'autre part la volonté de travailler plus directement avec les organisations paysannes. Les essais non concluants. Le diagnostic paysan n'existe pas en tant que tel dans le domaine de la formation en milieu rural 7. Il a été élaboré par l'équipe du programme Tani-Si-Allah, en collaboration avec d'autres personnes et institutions, en fonction d'objectifs spécifiques, et au cours d'un processus marqué par des étapes de discussion, de référence à d'autres expériences et connaissances, de tests, de réajustement des représentations et des pratiques, et de nouvelles tentatives. L'idée d'un diagnostic paysan s'est forgée, notamment, à partir d'expériences tentées par l'équipe avec d'autres techniques d'expression et d'analyse des besoins en formation, telles que la MARP, méthode accélérée de recherche participative par exemple, ou des techniques d'enquête fondées sur une liste préconstruite de besoins en formation. Mais celles-ci n'ont pas donné à leurs yeux les résultats escomptés. Les membres de l'équipe ont pu mettre en évidence un certain nombre de problèmes liés à ces techniques, notamment la tendance des paysans à construire des listes de doléances contribuant à les situer dans une position d'attente de solutions provenant de l'extérieur, l'absence d'analyse des implications d'une formation, l'insatisfaction des paysans devant les formations proposées qui ne correspondent pas à leurs attentes et l'absence de certains thèmes qui s'avèrent pourtant prioritaires après coup. À partir des expériences des promoteurs sur le terrain, ceux-ci ont pu identifier les éléments qui leur paraissaient centraux. Que le dispositif permette une analyse des besoins et que les outils puissent être utilisés et même créés par les paysans eux-mêmes. Une nouvelle définition du programme Tani-Si-Allah, orientée vers la demande. Si les promoteurs décident à un moment donné d'organiser la journée du 4 mars pour y discuter d'un éventuel diagnostic paysan, c'est aussi en relation avec le fait qu'ils se sont rendus compte d'un problème ayant trait à la fois à la réalité malgache et à l'identité du programme. En 1997, le programme Tani-Si-Allah se définissait essentiellement autour de l'idée d'intermédiaire. Sa vocation était de mettre en contact d'une part les organisations villageoises et paysannes exprimant des désirs de formation, et d'autre part des institutions de formation offreuses de dispositifs. Il s'agissait de faciliter la rencontre entre différents groupes, les uns demandeurs, les autres offreurs. Or, au fil de leurs premières actions tests sur le terrain, les membres de l'équipe s'aperçoivent que les institutions qui proposent des offres de formation ne sont pas outillées pour entrer en négociation avec les organisations paysannes et que celles-ci, de leur côté, ne semblent exprimer que rarement des demandes en formation qui répondent aux problèmes que les paysans connaissent dans leur quotidien. À partir de ce constat, l'équipe du programme décide alors de travailler davantage avec les organisations paysannes autour des notions de besoin et d'expression des besoins, dans une démarche qu'ils définissent comme un appui à la demande. Mais d'où vient cet intérêt de la part de Tani-Si-Allah pour les besoins en formation des paysans? La journée du 4 mars, étape dans un processus plus global de redéfinition du programme. Si la mise sur pied des discussions entre promoteurs, organisations paysannes et institutions de formation le 4 mars 1998 est liée, plus ou moins directement, à des événements spécifiques, expérience d'autres techniques liées à l'expression des besoins, volonté de travailler avec les demandeurs de formation,
elle s'ancre également de manière plus générale dans l'histoire du programme Tani Siala, une histoire marquée par plusieurs redéfinitions des objectifs. En reprenant les documents qui retracent, depuis ses balbutiements, le processus d'élaboration du programme, 4 étapes importantes peuvent être mises en évidence. À l'origine de la conception du Tani Siala se trouvent les projets financés par la Direction du développement et de la coopération DDC, qui offrent un appui à différentes institutions de formation forestière à Madagascar 10. En 1993, la DDC décide de repenser ses actions dans ce pays en utilisant le terme d'empowerment comme principe pour guider sa nouvelle approche du développement. Après plusieurs mois de travail, le programme d'appui à la formation en gestion des ressources naturelles débute en 1996. Il a pour principale mission de coordonner des actions auprès des communautés de base dans le domaine de la formation en foresterie ou en ressources naturelles. Enfin, une deuxième définition du programme émerge courant 1997, articulée autour de expression des besoins, tendant à intégrer une conception de la formation gérée par les paysans. Historiquement, les programmes de la coopération suisse à Madagascar naissent dès la première moitié du XXe siècle en partenariat avec des organisations religieuses. À la fin des années 60, les volontaires arrivent dans la Grande Île et le bureau de coordination, BUCO, est créé en 1977. Si les domaines d'intervention sont nombreux, les projets dans le domaine de la formation forestière représentent une part importante des actions mises en place à Madagascar. Dès 1978, 3 projets de la coopération suisse, couvrant l'ensemble des niveaux de formation du secteur forestier, sont ouverts, l'un à Antananarivo, un autre à Fianarantsoa et un troisième à Morondave. Le but de ces projets était de contribuer à un renforcement du secteur forestier sur les plans techniques, politiques et économiques par la mise à disposition sur le marché de personnel qualifié. En 1994, 12 projets sont en cours, dont 7 pris en charge pour la partie opérationnelle par Intercoopération qui en assure la régie. C'est en 1993 que la Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, aujourd'hui, Direction du développement et de la coopération, DDC, entreprend une réflexion sur l'ensemble de son programme à Madagascar, l'objectif étant de présenter une vision à long terme pour la coopération entre Madagascar et la Suisse. Cette élaboration se fait non seulement sur la base d'un bilan des actions entreprises jusque-là, mais aussi en prenant en considération les nouvelles donnes de la politique malgache, et en intégrant les orientations récentes de la politique suisse en matière de développement et de coopération énoncées par le Conseil fédéral. Le document Programme par pays Madagascar 1995 à 2000, PPP dans la suite du texte, rédigé par la DDC, fait état de cette vision et rend compte des résultats de ces réflexions. Celles-ci peuvent être synthétisées de la manière suivante: de nouvelles orientations politiques de l'État malgache s'observent, allant vers une démocratisation, une redéfinition de l'État et une décentralisation de l'administration. Toutefois, ces tendances semblent encore se trouver au stade de l'élaboration politique. Les conditions de vie à Madagascar se dégradent. Les ressources naturelles continuent de se détériorer sous la pression de la démographie et de la paupérisation. Les actions de la coopération suisse semblent être appréciées et efficaces mais connaissent des limites. Les appuis aux institutions de formation forestière sont fructueux. Toutefois, un certain nombre de problèmes sont mis en évidence, notamment la difficulté de réaliser l'autonomie de ces institutions, difficulté pour la coopération à se désengager à moyen terme, et l'impact faible des formations sur les populations les plus touchées par les problèmes de la forêt, c'est-à-dire les paysans. Le terme d'empowerment est choisi comme principe de base en fonction des nouvelles priorités de la politique suisse dans le domaine de la coopération, nous y reviendrons. Le programme par pays marque le coup d'envoi d'une redéfinition des différents projets menés à Madagascar par la DDC, et en particulier des projets dans le domaine de la foresterie. Il s'agit d'élaborer de nouvelles actions selon une approche empowerment, présentée par la DDC comme un principe de base défini en ces termes. Augmenter la capacité des communautés de base à s'organiser pour mieux défendre leurs intérêts, matériels et culturels, à identifier plus réalistement leurs besoins, à définir des priorités, à prendre des décisions concertées et à mener des actions de développement,
dans le sens d'une plus grande autonomie, pouvoir de négociation accru et d'un plus haut niveau de responsabilité. La DDC demande alors à Intercoopération, qui tient depuis 1987 certains projets de la DDC en régie, dans ce domaine, de lui faire une proposition pour un nouveau programme intégrant ces différentes dimensions. En fonction de la proposition de l'Intercoopération, la DDC décidera si oui ou non ils continueront de financer des appuis à la formation forestière. Le mandat que donne la DDC à Intercoopération est considéré par celle-ci comme une véritable gageure. Les enjeux sont importants à ses yeux puisqu'il s'agit de défendre et convaincre son principal bailleur de fonds, la DDC, de la nécessité de continuer les actions dans le domaine de la formation forestière. Dans ses démarches d'élaboration du nouveau programme, le groupe de réflexion d'Intercoopération se trouve confronté à ce moment à une double difficulté, celle d'intégrer les acquis et les activités menées jusqu'ici à Madagascar, principalement avec les institutions de formation forestière, et celle d'intégrer la notion d'empowerment, considérée comme centrale par la DDC. Après 2 années environ de discussions, de séminaires à Madagascar et en Suisse, avec les personnes et institutions malgaches concernées par l'ancien programme, de visites sur le terrain, de textes rédigés, échangés, corrigés, un document intitulé Scénario sur l'appui à la formation forestière à Madagascar est soumis à la DDC en mars 1995. Ce texte présente 4 scénarios pour un programme d'appui à la formation forestière, articulés autour des postulats de base qui ont été élaborés dans une première étape de réflexion entre la DDC et Intercoopération. La centralité des produits de l'arbre dans un processus de développement durable, l'importance d'un comportement plus adéquat dans l'amélioration des conditions de vie, et la formation comme étant à l'amont de tout développement humain. Formulation des questions cadres, mai 1994. De manière transversale, certains points communs lient les 4 scénarios, le fait par exemple que la notion de besoin les traverse, associée à la perspective empowerment choisie. Il s'agit de proposer des programmes de formation construits à partir de leurs besoins, une orientation de la formation vers les personnes et non plus les institutions seulement. Dans ce texte de 1995, les personnes auxquelles les formations sont destinées peuvent être les formateurs. Après discussion des scénarios, la DDC accepte le principe de la continuation du programme pour une période de 10 ans et porte son choix sur le 2e scénario, intitulé « Formation en appui à la gestion des ressources forestières du terroir par des communautés de base », mais en demandant d'y inclure certains éléments du scénario 4, intitulé « Dispositif durable de formation forestière ». Il semble à la DDC que le scénario 2 est le plus en accord avec le principe d'empowerment et le plus cohérent avec la politique régionale du PPP. Un crédit est octroyé pour la première phase de 2 ans consacrée à une démarche de recherche-action. Quel est le contenu de ce scénario 2 ? Le programme qui y est imaginé est présenté d'emblée comme guidé par une approche qui met au centre de ses actions les groupes de personnes déjà insérés dans des projets, qu'il s'agit de renforcer. Dès l'introduction, le texte spécifie que cette approche est en relation avec la notion d'empowerment selon la définition qui en est donnée dans le PPP Madagascar. Le scénario part de l'hypothèse que la formation sera d'autant plus efficace que les personnes soutenues sont déjà dans une dynamique d'organisation et de responsabilisation. Il tente aussi de définir par rapport aux anciennes actions une nouvelle conception de la formation et de son public. La formation est définie sous la forme de réseau ou par visite-échange, et les destinataires de ces formations pourraient être les associations et groupements paysans, et non pas seulement les étudiants inscrits dans les écoles. Les contenus des formations ne sont pas déterminés à l'avance, mais en fonction de la demande. Son rôle est défini en termes de renforcement, ou des appuis à ces initiatives porteuses, en jouant le rôle d'interface entre les besoins et les potentiels de formation existants dans la région. La structure du programme est constituée de petites équipes travaillant dans 3 régions d'intervention, les cellules d'appui régionales, CAR, et une cellule d'appui nationale, CAN, qui coordonne l'ensemble du programme. Une étape de phasing out est finalement prévue, préparant à une diminution graduelle des anciens appuis aux institutions de formation forestière. L'idée principale est de travailler à partir de laboratoires pédagogiques,
c'est-à-dire de situations concrètes où s'élabore la demande en formation, la méthodologie et les contenus pédagogiques. C'est dans un processus itératif selon un mouvement d'abord ascendant, que s'articulent offre et demande en formation, et le programme joue dans cette dynamique un rôle d'articulation. Les caractéristiques de ce programme apparaissent à ce moment-là, comme ayant pour objet principal des préoccupations liées à la forêt et aux ressources naturelles en général, ayant pour objectif de soutenir des activités de formation, principalement en dehors des institutions formelles d'apprentissage mais ne les excluant pas, élaborant ces actions à partir de la demande exprimée par les communautés de base, jouant un rôle d'intermédiaire entre des institutions ou des organismes qui sont déjà engagés dans des actions, conçues avec une structure légère en termes de nombre de coopérants sur le terrain et de lieux d'activité, et pour terminer, mettant en place une démarche nouvelle et nécessitant une étape de définition sur le terrain. C'est sous cette forme que le programme d'appui à la formation en gestion des ressources naturelles, premier nom donné au programme, a été adopté. Au mois de septembre de l'année 1996, après une phase de préparation, l'équipe est constituée à Madagascar pour l'étape de mise en œuvre. Il semble qu'une des premières tâches a été de traduire en actions concrètes, ce qui pour l'instant n'était que des mots inscrits sur des pages et des pages de documents. Le responsable de l'équipe, nouvellement arrivé, se souvient. Je suis parti avec ça. Training the trainers de l'IED et challenging the profession de Chambers dans ma serviette, mais c'est tout. Je suis parti au bout du monde, dans ce pays mystérieux. Je n'avais pas envie de trop lire avant de partir, pas envie d'avoir les idées trop définies. Dans ma serviette, il y avait aussi ces documents remplis de belles phrases et beaucoup de termes que je ne comprenais qu'à moitié. Pour commencer, le programme Tanisiala met en place des actions-tests dans différents domaines. Il coordonnait alors des formations selon les demandes, dans le cadre de ces thématiques, son but étant de se rapprocher des bénéficiaires finaux, les paysans, et d'établir le lien entre les besoins exprimés par la demande et les offres que fournissent les institutions de formation. Durant les réunions où les organisations paysannes sont invitées, il semble que celles-ci n'étaient pas présentes durant les discussions ou faisaient silence. Mais progressivement, les paysans prennent la parole. Petit à petit, on s'est rendu compte que les gens qui participent sont ceux qui proposent la formation, mais les bénéficiaires ne sont pas là. On leur donne alors une voix. Au début, les paysans sont paumés. Ils n'osent rien dire, ils sont intimidés par le contexte, les experts étrangers, les pupitres qui renvoient à la situation scolaire. On arrive petit à petit à ce que l'offre et la demande se parlent. L'attention des promoteurs s'oriente alors vers la question de la relation entre les institutions offreuses et les paysans demandeurs. Les offres de formation correspondent-elles aux demandes ? Sur quelle base sont-elles proposées ? Répondent-elles aux besoins des paysans ? Les paysans sont-ils satisfaits des formations ? L'équipe se rend compte également qu'il existe un décalage entre les objectifs du programme et ses destinataires. De fait, les ressources naturelles, et en particulier la forêt, considérées par le programme comme centrales, ne sont pas l'objet principal des préoccupations des paysans. La gestion forestière ne veut rien dire pour les gens, on a besoin de bois pour cuisiner, c'est tout. Les expériences mises sur pied provoquent ainsi de nombreuses discussions à partir des difficultés rencontrées. La position dominante des organisations offreuses de formation par rapport aux organisations paysannes demandeuses. Les options thématiques prévues apparaissent comme trop étroites et ne rendent pas compte de la complexité à laquelle se confronte la paysannerie, le paradoxe qu'il y a à travailler avec une approche participative, tout en identifiant des thématiques définies au préalable. Une certaine difficulté, de la part des formateurs, à instaurer un processus de négociation avec les paysans. C'est à partir de ces constats, principalement, que l'équipe de Tanisiala effectue une réorientation du programme, dans le sens d'un appui accru aux communautés de base pour une gestion de la formation. Vers une deuxième définition du programme. En tentant d'opérationnaliser le programme tel qu'il avait été imaginé dans un premier temps, l'équipe de Tanisiala se confronte à une réalité qui résiste. Les offreurs et les demandeurs ne se comprennent pas, les limites de l'action définies par les options thématiques ne sont pas adéquates par rapport aux réalités vécues par les paysans malgaches. À partir de ces constats,
des séminaires et des discussions sont organisés dans le but de mettre en place des méthodes de définition des besoins. Puisque le but nouvellement défini du programme est de suivre la logique de la demande, il s'agit de trouver des outils concrets. C'est dans ce contexte que la journée du 4 mars a été mise sur pied par la cellule régionale du Betsileo, avec pour objectif de mettre en présence différentes personnes intéressées par les expériences existantes dans ce domaine dans la région, et de discuter des éléments concrets pour réaliser un diagnostic paysan. Environ 70 personnes ont assisté à cette journée, provenant de différentes institutions de formation, de syndicats paysans, d'organisations paysannes, de projets de développement. Le programme de la journée s'est articulé, dans un premier temps, autour de la présentation de différentes techniques de diagnostic des besoins expérimentées par des organismes de formation de la région, organismes non gouvernementaux notamment et la Banque mondiale. Puis des ateliers de discussion ont été mis sur pied. De ces discussions en groupe, des éléments intéressants sont apparus. Ainsi, aux yeux des paysans, la notion de diagnostic s'ancre dans une histoire marquée par des expériences et des souvenirs négatifs. Certains rapportent des expériences de diagnostic au cours desquelles les organisations non gouvernementales ont proposé des thèmes de collaboration sans leur demander leurs besoins. Ils évoquent également des expériences de développement où ils ont perdu leur argent sans voir le projet se concrétiser et qui parfois les ont conduits à vendre leurs terres. Il y a aussi le sentiment de ne pas être entendus par les techniciens, qui semblent transformer leurs besoins et qui parfois ont des attitudes considérées comme arrogantes. Les techniciens, lorsqu'ils viennent sur nos champs, ils croient tout savoir sur nos problèmes. D'où la nécessité d'effectuer un suivi des techniciens. On doit contrôler leur travail aux techniciens car en travaillant ils sont devenus des chefs mais non plus des vulgarisateurs agricoles. Est évoquée aussi l'importance du rôle de la participation des techniciens dans un diagnostic. Mais ce rôle ne semble pas uniquement perçu en termes d'expertise au niveau technique, mais aussi en termes de possibilité d'être entendu. À ce sujet, un paysan s'exprime en ces termes : les paysans ne peuvent pas évoquer leurs besoins. Même s'ils veulent savoir leurs besoins, s'il n'y a pas de technicien, leurs besoins ne seront jamais soulevés et nous connaissons tous le problème des paysans depuis la colonisation. Même s'ils ont une volonté de développement, ils n'oseront pas. Premièrement, le technicien sert d'intermédiaire entre le paysan et les projets de développement. Enfin, la volonté de participer activement au diagnostic est exprimée, ce qui implique une formation à l'animation. De l'ensemble des discussions, les promoteurs ont tiré comme conclusion principale l'importance de mettre sur pied une technique de diagnostic des besoins que les paysans eux-mêmes animeraient et dont les résultats leur permettraient de négocier avec d'autres instances de développement. La journée du 4 mars est le point de départ d'une série d'activités mises en place, entre mars et juillet 1998, autour de la conceptualisation et la réalisation de diagnostics paysans, dans le cadre du partenariat de la CAR Betsileo avec le syndicat paysan Tamifi. Il est possible de distinguer schématiquement 6 étapes. Définition opérationnelle d'un diagnostic paysan. Un atelier a été organisé mi-mars 1998, regroupant certains membres des cellules d'appui régionales et animé par une personne ressource externe. À partir des méthodes et pratiques existantes, différents points ont été mis en évidence. L'importance de la participation des paysans à toutes les étapes du diagnostic, la nécessité d'adapter les outils constitutifs du diagnostic à leur usage, et l'importance d'une démarche permettant à la fois le recueil d'informations et leur analyse. Durant cette première étape, les outils du diagnostic ont été présentés et discutés. La carte de la région qui permet d'identifier les thèmes à traiter lors des discussions, le transect, visite sur le terrain des thématiques choisies, le diagramme de Venn qui permet de visualiser les différentes institutions en interaction et les ressources qu'elles offrent, l'évaluation des expériences passées, la matrice permettant de hiérarchiser les besoins en formation. Formation d'une première volée d'animateurs. 2 semaines après cet atelier préparatoire, la cellule d'appui régionale du Betsileo, CARB, organise 3 jours de formation pour une première volée d'animateurs paysans, 31 mars au 2 avril 1998. Cette formation a été mise en place avec le syndicat TAMIFI. La CARB entretient avec celui-ci des relations de travail depuis quelque temps déjà, dans le domaine des formations. En outre,
du fait de son organisation en syndicat de base, appelé SEFO pour Syndicat Phototra en malgache, établi dans de nombreux villages de la région, le Tamifi permet un accès auprès de communautés de base déjà organisées. Les participants sont tous membres de cette organisation. Ces 3 journées ont été consacrées à la présentation des outils par l'équipe de la CARB et à leur expérimentation en petits groupes. Expérimentation du diagnostic paysan sur le terrain. Le mois d'avril a été consacré à une première mise en application des outils du diagnostic par les animateurs formés durant la première session, dans 3 CEFO, syndicats de base. Chacune des séances de diagnostic était suivie par des personnes liées à la Carbetsileo, des facilitateurs, en général malgaches. À partir des observations effectuées lors d'une de ces séances, il apparaît que les membres de la Carbetsileo sont particulièrement attentifs à la façon dont les participants s'expriment. Il s'agit à leurs yeux d'éviter les discussions trop longues. Ils conseillent de ne pas discuter les idées des autres et de mener des accouchements de grains de riz, Evitra Terabari, traduction en malgache de brainstorming. Durant le suivi des mises en application du diagnostic paysan, l'équipe de la Carbetsileo a mis en évidence un certain nombre de difficultés que les animateurs et les participants ont rencontrées, tout d'abord autour des outils qui apparaissent redondants et pas toujours faciles d'usage pour les animateurs. Autour de la formation des animateurs, il y a le problème de certains jeunes animateurs qui ne peuvent pas couper la parole aux rares. Autour de la durée du diagnostic et enfin autour du sens du diagnostic. Bilan visant à apporter des modifications à la première définition du diagnostic. C'est dans le but à la fois de discuter de ces difficultés avec les animateurs paysans qui ont expérimenté les outils, et proposer une nouvelle démarche de diagnostic, que les promoteurs ont organisé une journée bilan de la première phase, le 6 mai 1998. La journée du 6 mai a été organisée de manière à donner la parole aux paysans durant une première partie de la séance, en plénière, où les représentants des différents CEFO étaient invités à évoquer leur vécu du diagnostic. Chacun des outils, dans sa nouvelle version, a été ensuite présenté par les membres de l'équipe en s'appuyant sur des exemples concrets. À partir des discussions et des décisions prises à la fin de la journée, un document a été édité et distribué à tous les participants pour jouer le rôle de mode d'emploi pour les animateurs paysans durant la deuxième phase de test. La version améliorée de la démarche du diagnostic comprend les outils suivants. 3 techniques permettent dans un premier temps de poser les problèmes liés aux ressources naturelles et aux filières de production agricole. Le dressage de la carte de la région, qui constitue le point d'entrée du diagnostic paysan. Sur base de celle-ci, les participants repèrent une dizaine de thèmes qu'ils désirent traiter. Ceux-ci peuvent être discutés à partir d'une visite sur le terrain, transect. Les thèmes sont analysés sous 3 angles: physique-technique, socio-organisationnel et économique. Un tableau, divisé en colonnes problèmes et causes, est rempli au cours des discussions pour chacun des thèmes. La création du diagramme de Venn permet de visualiser les relations entre différentes institutions, de formation, de crédit. L'évaluation des expériences antérieures tentées pour résoudre les problèmes permet d'approfondir certaines problématiques et l'expression des savoirs paysans. Un tableau divisé en colonnes problèmes, actions tentées, résultats, causes, permet de faciliter le processus. Ensuite, à partir du matériau de base, constitué par des problèmes, des causes et des opportunités, visualisés sur les tableaux affichés au mur, il s'agit d'identifier les facteurs déterminants. Ceux-ci sont définis comme les causes fondamentales des problèmes, communes à plusieurs thèmes et qui sont constamment évoqués lors des discussions. Finalement, les participants font des propositions d'actions à mener sur la base des facteurs déterminants identifiés. Ces actions peuvent être distinguées entre celles qui nécessitent uniquement de la formation, celles qui nécessitent de la formation avec un léger appui, par exemple. Semences, celles enfin qui sont d'un autre ordre par exemple. Crédit pour un grenier communautaire, mais qui ne peuvent être prises en compte par Tani Siala. Les actions à entreprendre sont enfin priorisées. Les révisions et transformations du diagnostic paysan semblent être déterminées non seulement par les expériences vécues par les animateurs paysans, mais également par certains objectifs des promoteurs eux-mêmes.
Ces objectifs qui guident la réélaboration des outils du diagnostic par l'équipe de la CARB peuvent être résumés ainsi. Premièrement, les outils du diagnostic doivent être utilisables par les paysans animateurs, relativement simples, basés sur la visualisation. Deuxièmement, les outils doivent permettre la mise en évidence, au niveau de la communauté villageoise, des problèmes importants rencontrés, et en particulier les facteurs déterminants de ces problèmes, des solutions à proposer et des ressources présentes à l'intérieur de la communauté, ou éventuellement à l'extérieur. Troisièmement, les outils doivent en outre faire appel à une approche participative permettant de rendre tous les participants actifs. Deux dimensions semblent ainsi guider les processus de construction des outils du diagnostic paysan par l'équipe de Tani Siala. Une dimension fonctionnelle. Les outils doivent permettre d'identifier les besoins en formation à partir d'une analyse de la situation, et une dimension interactive. Ces objectifs doivent être atteints au cours d'une réflexion engageant tous les participants. Mise en application des nouveaux outils du diagnostic. Des diagnostics ont été mis en place dans 7 CFO en utilisant la démarche améliorée. 2 ou 3 paysans collaborent chaque fois à l'animation des diagnostics, aidés par des facilitateurs de la CARB qui les accompagnent. Nouvelle session de formation d'animateurs. Début juillet, une formation de 3 jours a été organisée par la CARB pour initier une nouvelle volée d'animateurs paysans. En faisant référence à l'expérience des animateurs qui avaient déjà essayé les outils du diagnostic, les promoteurs ont prévu une première partie consacrée à la présentation des objectifs du diagnostic paysan, des méthodes de travail permettant l'organisation d'un diagnostic et des outils qui le constituent, et une deuxième partie à des travaux de groupe où les nouveaux formés s'exercent à l'usage des outils, avec l'aide des animateurs expérimentés et discutent de différents thèmes, en particulier des techniques de base de l'animation. Les processus de coélaboration itérative du diagnostic paysan ne s'achèvent pas là. Loin de là. En 1999, lors d'un court séjour à Madagascar, j'ai pu observer encore d'autres modifications effectuées à la démarche du diagnostic paysan et une intégration de celui-ci dans une conception générale de la formation paysanne, envisagée comme un cycle d'action impliquant plusieurs étapes en interrelation. L'identification des besoins, analyse des problèmes, la négociation des objectifs, contenu, méthode, manière d'organiser la formation à proprement parler. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.